American people who are wondering what has changed this time. Why should it be any different? Well, you don't know. I don't know. I think we're going to. Eh bien, vous ne savez pas. Moi non plus, je ne sais pas. Je pense qu'on va peut-être obtenir quelque chose, mais je veux leur donner jusqu'à la toute dernière chance avant la décapitation. C'est très difficile de faire ce que nous avons prévu et que nous prévoyons toujours de faire. On verra ce qui se passe. Mais c'est une chose très très difficile à faire. Je pense que je suis très fier de donner une chance aux gens. C'est une décision majeure. Mener une attaque d'une telle ampleur, au contraire, j'aurais préféré de pauvres ne pas le faire. Nous avons déjà connu beaucoup de grandes attaques, mais elles étaient tellement grandes so. Large attacks, but they were normal large. Voici mon point vidéo de ce lundi après-midi, le 3 août, depuis Chattanooga, dans le Tennessee. Parlons un peu de l'actualité et commençons par le projet Ukraine. Voici quelques informations sur ce qui se passe sur la ligne de front. Si vous voulez une analyse approfondie, je recommande toujours Alexander Mercouris et sa chaîne. Il entre dans les détails de ce qui se passe sur les lignes de front dans le projet Ukraine. Mais je vais vous donner un résumé de tout ce qui se passe. Et attention, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine, ni pour Zelensky. Nous recevons des informations selon lesquelles l'armée russe se trouve désormais à 5 km de Slaviansk et de Kramatorsk. Elle avance assez rapidement vers les dernières villes fortifiées du Donbass. Fortified cities in Donbass. We are also getting reports that the situation in Nous recevons aussi des informations selon lesquelles la situation à Kharkov, dans la région de Kharkov, ne se présente pas bien pour l'Ukraine. Les lignes défensives à Kharkov commencent à se disloquer, et nous apprenons que la Russie avance rapidement en direction de Dobropilya, qui se trouve également dans le Donetsk. AMK Mapping, qui est très pro-ukrainien, a publié sur X. La situation en direction de Dobropilya est probablement encore pire que ce que ma carte montre actuellement, mais je suis toujours en train de clarifier certains détails. Si j'ai le temps demain, je publierai une analyse complète de la situation dans la direction de Dobropilya. En bref, c'est extrêmement mauvais pour l'Ukraine, et la situation s'est fortement dégradée. Certaines des positions les plus solides de l'ensemble de la ligne de front tombent très rapidement, d'une manière extrêmement inhabituelle. C'est parce que l'Ukraine est à court de soldats. Voilà pourquoi elle s'effondre très vite, d'une manière très inhabituelle. Et c'est aussi pour cela que l'Ukraine et l'Occident collectif continuent de frapper des cibles, comme Wildberries, le détaillant en ligne, l'entreprise de commerce électronique russe, l'Amazon russe. Ils continuent de s'en prendre à ces installations. Ce n'est pas une cible militaire. Il n'y a aucun sens militaire, aucune logique stratégique, aucun intérêt stratégique à s'en prendre à Wildberries. Ce que vous faites, c'est simplement tenter de susciter de la colère en Russie, dans l'espoir que cette colère se retourne contre le Kremlin ou contre le président russe. La stratégie de l'espoir, ce n'est jamais une bonne idée de s'appuyer sur une stratégie de l'espoir. Mais c'est pour cela qu'ils s'en prennent à Wildberries. Un commandant de drone ukrainien l'a même dit au Telegraph. La raison pour laquelle nous frappons les usines Wildberries, c'est d'amener la guerre au peuple russe et de créer de la colère et des divisions en Russie. Et l'armée ukrainienne s'en prend aussi à des stations de vacances, à des lieux de villégiature, à des destinations de vacances d'été. Aujourd'hui, il y a eu une attaque au cours de laquelle l'armée ukrainienne a lancé des drones dans la région de Krasnodar, vers une zone de plage à Krasnodar, qui était pleine de touristes estivaux. Le drone a frappé la zone de plage où tous les touristes étaient allongés. À l'heure où nous enregistrons cette vidéo, on compte 6 morts et de nombreux blessés. Ce que fait l'armée ukrainienne en lançant ses drones contre ses cibles civiles n'est qu'un signe de désespoir. Targets is just a sign of desperation. That's what this is showing.
C'est ce que ça montre. Du désespoir et de la panique. Vous ne pouvez pas gagner la guerre. Alors vous essayez de tout faire basculer vers une guerre sale. Vous ne pouvez pas gagner la guerre militaire conventionnelle. Alors vous commencez à vous orienter vers une guerre sale. C'est exactement ce qui se passe. Et vous assistez à un changement. J'en parlais avec Alexander avant de commencer à enregistrer cette vidéo. Vous allez maintenant voir un déplacement de Whiteberries vers des cibles civiles faciles, comme des stations de vacances et des plages. Vous avez commencé par les raffineries. Ça n'a pas eu l'effet que vous espériez. Ensuite, vous êtes passé au commerce en ligne et à la distribution, en espérant y perturber les choses. Ça n'a pas l'effet que vous espériez. Et cela devient plus dangereux, parce que maintenant, vous commencez à vous en prendre à des cibles encore plus vulnérables. Si vous êtes l'armée ukrainienne et l'Occident collectif, vous commencez désormais à viser des cibles encore plus faciles, comme des gens allongés sur la plage. Voilà donc où nous en sommes dans le conflit en Ukraine. Une mise à jour sur l'attentat terroriste à la bombe à Moscou, dans un restaurant dont j'ai parlé hier. Un restaurant italien, le Balzi Rossi, dans le centre de Moscou. Certains rapports affirment que l'attaque terroriste visait un commandant de l'armée de l'air qui se trouvait, selon certaines informations, dans ce restaurant. Ou bien les renseignements ukrainiens et de l'Occident collectif pensaient qu'il s'y trouvait. J'ai lu d'autres informations affirmant que la femme qui a apporté l'engin explosif improvisé dans le restaurant ou qui a tenté de l'y apporter ne savait pas qu'elle transportait un explosif. J'ai lu ces informations moi aussi. Je ne peux pas le confirmer. Je ne peux pas confirmer non plus ce qui concerne le commandant de l'armée de l'air. Et nous avons aussi l'ambassade de Russie en Italie. Elle affirme que l'Ukraine envoie un message à travers cet attentat terroriste, un message aux Italiens en Russie, à Moscou, aux Italiens qui veulent se désengager du projet Ukraine. Selon elle, cet attentat terroriste les visait. C'est pour cela qu'ils ont spécifiquement ciblé l'un des restaurants italiens les plus populaires de Moscou. Allons directement plus bas. L'aquarium du Tennessee. L'aquarium du Tennessee. The Tennessee Aquarium, everybody. Tout le monde. Très bel endroit, je dois l'admettre. Alors parlons de la coalition des volontaires. Ah, la coalition des volontaires. On dirait qu'ils ont quelques problèmes. La coalition des volontaires selon le Telegraph. Les choses ne vont pas très bien pour la coalition des volontaires. La lente agonie de la coalition des volontaires, avec Starmer parti et Macron bientôt remplacé, un vide de leadership pourrait laisser l'Europe sans gouvernail. J'adore la photo utilisée par le Telegraph. Les 5 dirigeants de la coalition des volontaires. Vous avez Tusk et Merz, Macron, Zelensky et 008, Keir Starmer, les dirigeants de la coalition des volontaires. Cette photo me fait penser à une scène de St. Elmo's Fire, ou quelque chose comme ça. Out of St. Elmo's Fire or something like that. Have you guys seen the movie St. Elmo's Fire? Vous avez vu le film St. Elmo's Fire avec Demi Moore et Rob Lowe. Qui d'autre jouait dans St. Elmo's Fire? Emilio Estevez était aussi dans St. Elmo's Fire. Un film fantastique, St. Elmo's Fire. Mais il y a cette scène où ils marchent à l'université de Georgetown. Ils viennent juste d'être diplômés de Georgetown. Et tous les 5, le groupe, les meilleurs amis, traversent le campus de l'université de Georgetown. C'est à ça que cette photo me fait penser. Alexander, je pense que si je devais jouer un rôle dans St. Elmo's Fire, je serais Rob Lowe. Pas vrai, Alexander? Je suis beau comme Rob Lowe. Qu'en pensez-vous, Alexander? Monsieur le Président, vous êtes bien plus beau que Rob Lowe. Merci, Alexander. Tu es un ami. Anyway, interesting photo that they're using. Quoi qu'il en soit, intéressante photo qu'ils utilisent. De la propagande. Rien que de la propagande. Et l'article. Waouh! L'article du Télégraphe. J'aime bien le Télégraphe. J'en suis venu à considérer le Télégraphe comme un journal comique.
Je lis leurs articles et ça me fait rire, vous voyez? Je ne pense pas que ce soit leur objectif. Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils sont drôles. Le premier paragraphe dit « Sir Keir Starmer a fait ses adieux à la scène mondiale sous les applaudissements de ses collègues. Et, une première pour un premier ministre britannique en exercice, il a reçu la plus haute distinction française. Keir Starmer a fait ses adieux. Il a fait ses adieux. D'accord, peu importe, Telegraph. Il a fait ses adieux en tant que Premier ministre du Royaume-Uni sous un tonnerre d'applaudissements. Ne nous laissez pas ici. S'il vous plaît, ne nous quittez pas. Je dois partir. Je dois passer à autre chose. Mais je vous laisse entre les mains très compétentes du Berminator. Puis l'article poursuit. Ce n'est pas du leadership. The article then goes on to say, this is no leadership. And so who might lead Europe then? We need Et alors, qui pourrait diriger l'Europe? Il nous faut un Churchill. Nous avons connu plusieurs moments Churchill. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas de Churchill en Europe. Je pense que soit un événement du type 11 septembre changera l'Europe. C'est inquiétant. Soit l'appréciation personnelle de certains dirigeants politiques européens les amènera à dire « Maintenant, c'est mon heure ». Oui, cette phrase sur le 11 septembre, là je ne l'aime pas du tout. Qu'essayez-vous de nous dire, le Télégraphe? Que cherchez-vous à dire en faisant référence au 11 septembre? Mais tout l'article explique qu'avec Starmer parti, Macron sur le départ, parce qu'il y aura des élections en 2027, Le Pen sera très probablement la prochaine présidente de la France. Vous n'avez pas de stratégie claire de leadership au sein de la coalition des volontaires. Même Meloni aura des élections en 2027. Qui sait ce qui se passera en Italie? Tusk hésite à assumer le rôle de chef de file. Alors, le Télégraphe dit qu'il ne reste plus qu'un seul homme capable de diriger la coalition des volontaires. Un seul homme. Et ce n'est autre que BlackRock Mers. Mais le Télégraphe reconnaît que BlackRock Mers est mêlé à toutes sortes de scandales en Allemagne. Pourtant, c'est le seul qui puisse diriger la coalition des volontaires, avec Macron sur le départ et Starmer déjà parti. Ils ont aussi mentionné qu'Andy Burnham n'est pas à la hauteur. Alors que Starmer était à la hauteur, Andy Burnham semble très réticent à poursuivre le travail de 008. C'est à BlackRock Mers de faire perdurer la coalition des volontaires, de la maintenir en vie. Oh là là. Oh boy. The article even says that Macron and Starmer were working. L'article dit même que Macron et Starmer travaillaient si bien ensemble qu'ils ont élaboré cette brillante stratégie. Et il dit vraiment que c'était une brillante stratégie. Publier des déclarations, dire publiquement que la coalition des volontaires soutiendra l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, et qu'elle est même prête à déployer des troupes au sol s'il y a un cessez-le-feu. Et c'était une brillante stratégie, qui a créé de la peur et de la panique en Russie, au Kremlin. Je ne sais pas s'ils le disent exactement comme moi je le dis, mais c'était l'idée qu'ils voulaient faire passer. Ils ont bien dit que c'était une stratégie très habile, très intelligente, de parler de troupes au sol et de dire que la coalition des volontaires soutiendra l'Ukraine quoi qu'il arrive. Navire d'exploration, aventure, explorer, découvrir, imaginer. Pirate Schultz. Très très drôle. Un article vraiment très amusant du Telegraph. Bravo le Telegraph. Bravo. Bien joué. From the Telegraph. Well done, Telegraph. Bravo. Well done. We can now Nous pouvons maintenant passer à Trump et à l'Iran. Iran. Trump is once again claiming Iran. that talks Trump affirme une nouvelle fois que des discussions et des négociations ont lieu entre l'Iran et les États-Unis et qu'elles se passent très très bien et qu'un accord pourrait être conclu d'un jour à l'autre. C'est une information de dernière minute. Vous l'entendez ici en premier. Trump dit qu'il pourrait y avoir un accord. C'est très nouveau. À aucun moment, pendant le conflit avec l'Iran, Trump n'a dit qu'un accord était possible. C'est la première fois qu'il dit une chose pareille. Donc c'est absolument significatif. Et vous l'entendez ici en premier. Trump dit qu'il pourrait y avoir un accord. Il ne l'a jamais dit. Donc malheureusement, ça doit être vrai. Des responsables iraniens disent « De quoi parlez-vous »
De quoi parlez-vous? Des responsables iraniens disent « Aucune discussion avec les États-Unis n'est en cours ». C'est ce qu'ils affirment. Et c'est la première fois que j'entends ça. C'est ce que disent les responsables iraniens. Qui croire? Qui croire? Je ne sais pas. Je suis partagé. Y a-t-il un accord ou pas d'accord? Je ne sais pas. C'est la question. C'est la question. Conclure un accord ou ne pas en conclure. En réalité, un accord est en train de se faire concernant le conflit en Iran. Des négociations sont en cours, et les parties qui négocient l'ont confirmé. Ce sont les discussions entre l'Iran et Oman. Oui, l'Iran et Oman sont très proches d'un accord sur la manière de gérer le détroit d'Ormuz. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que les négociations entre l'Iran et Oman sur le détroit d'Ormuz en sont à leur phase finale. Nous sommes proches d'un accord sur Ormuz. Mais malheureusement, pour l'administration Trump, ce n'est pas entre les États-Unis et l'Iran. C'est entre l'Iran et Oman. Comment ces deux pays vont-ils gérer le détroit d'Ormuz? Et quelle sera la structure des droits de passage? C'est de cela qu'ils vont parler. Comment les navires pourront-ils sortir? Ils vont en discuter ou finaliser cela. Quel sera l'itinéraire de sortie? Quel sera l'itinéraire d'entrée? Quels seront les droits à payer? Comment ces droits seront-ils répartis? Nous sommes proches d'un accord sur ce point. Les États-Unis accepteront-ils un tel accord? Cela reste à voir. Je leur conseillerais de l'accepter, de passer à autre chose et de se retirer. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas ce qui va se passer. Du moins, si l'on s'en tient à la rhétorique, aux déclarations de Rubio, il n'acceptera jamais aucun type de frais concernant le détroit d'Ormuz. CNN rapporte en exclusivité que l'armée américaine demande à ses troupes des idées créatives et non conventionnelles pour punir l'Iran. En gros, le CENTCOM demande par email à des soldats, des analystes et des responsables militaires s'ils ont des idées pour sortir du bourbier iranien. Ce n'est pas bon signe. Ce n'est vraiment pas bon signe quand le CENTCOM envoie un email disant à tous les responsables militaires ou à certains responsables militaires et certains analystes, peu importe. Ils envoient un email et disent « Vous avez des idées pour savoir comment on sort de ça? » Nous n'avons plus d'idées. Nous cherchons de nouvelles idées. Des moyens créatifs et non conventionnels de faire pression sur l'Iran et de le punir, a écrit un officier de la branche renseignement du commandement central américain dans un message envoyé mercredi à un large groupe d'analystes militaires, selon une source au fait de ce message. Une deuxième source a également déclaré qu'un haut gradé de l'armée américaine avait envoyé ce message la semaine dernière, sollicitant de nouvelles idées sur la manière de traiter avec l'Iran. Cette source connaît le dossier. Enfin, dans ce cas, c'est une source au fait du message. Mais si c'est vrai, il faut toujours être prudent, parce qu'on a affaire à CNN, le nom le plus digne de confiance de l'information. Mais si c'est bien le cas, alors c'est un très mauvais signe. Vous savez comment sortir de ce bourbier iranien? Moi, je ne sais pas comment sortir de ce bourbier iranien. Envoyons un email à tous les employés et voyons s'ils ont des idées. Oh là là, pas bien du tout. Parlons de la FIFA et de Gianni Infantino, le grand patron de la FIFA, qui est dans de très gros ennuis. Les fédérations, l'UEFA et toutes les autres fédérations qui composent l'instance dirigeante du football, la FIFA, ainsi que le monde du football, demandent la démission d'Infantino. Parce que Infantino a eu la brillante idée de créer une filiale, puis d'en vendre 20% à des investisseurs privés de Wall Street. L'un d'eux serait Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner. Il prendrait donc une part de la FIFA.
Il détiendrait une part, au moins d'un aspect commercial, de l'organisation FIFA. C'était sa brillante idée qui a suscité beaucoup d'opposition, notamment de la part de l'UEFA, la Fédération européenne de football. Ils ont dit que si Infantino allait de l'avant avec ses 20% destinés à des investisseurs privés, alors les pays européens du football qui composent l'UEFA boycotteraient la prochaine Coupe du Monde. Vous auriez une Coupe du Monde sans la France, l'Espagne, la Pologne, la Grèce et l'Italie. Ils ne participeraient tout simplement pas à la Coupe du Monde et ce serait dévastateur pour la FIFA. Et maintenant, ils appellent Infantino à démissionner, à se retirer. Resign. To step down. So what is Infantino doing? Is he going to step down? Nope. Alors, que fait Infantino? Est-ce qu'il va démissionner? Non, il ne va pas démissionner. C'est une histoire très bizarre, tout le monde. La stratégie d'Infantino maintenant, c'est d'appeler la Maison-Blanche. Il cherche le soutien de l'administration Trump. C'est ça, sa stratégie. Selon le New York Post, le patron de la FIFA, Gianni Infantino, sous pression, supplie la Maison-Blanche de Trump de sauver son poste. Des discussions avec Marco Rubio sont prévues, selon des sources. 2 sources au fait du dossier ont bien sûr confirmé qu'Infantino allait s'entretenir par téléphone avec le principal diplomate américain juste après 9 heures du matin, heure de la côte Est. Il voulait parler avec le secrétaire et expliquer comment le football pouvait être une forme de soft power pour l'Amérique, a déclaré une source informée du dossier. Said one insider briefed on the matter, but we all know that it is about job protection. Mais nous savons tous qu'il s'agit de protéger son poste. À ce stade, il ne s'agit de rien d'autre. Autrement dit, si je comprends bien, Infantino va appeler Rubio et lui dire « Si vous me protégez, si vous m'aidez à garder mon poste de patron de la FIFA, alors nous vous laisserons utiliser le football, utiliser la FIFA comme un outil de soft power, comme un outil politique. » Wow, incroyable. Il voulait joindre le secrétaire et parler de la manière dont le football peut être une forme de soft power pour l'Amérique. Oui, si cela est effectivement vrai, cela va encore davantage énerver l'UEFA et les autres fédérations, selon des personnes au fait du dossier, des sources proches du dossier. Enfin bref, voilà les dernières nouvelles de ce qui se passe dans le monde du football avec la FIFA. C'est absolument fou, complètement dingue. Gianni Infantino, ce qu'il envisage est absolument délirant, si cette histoire est vraie. On est passé de vendre une partie de la FIFA à des investisseurs à vendre la FIFA au département d'État. C'est bien de ça qu'on parle. Oh là là. Enfin bref, hier j'ai parlé de tous les incendies en Europe, dans tout le sud du continent. Il y a aussi des incendies, je crois, au Canada, mais aussi dans l'État de Washington, à Spokane. 65 000 personnes évacuées, alors que les feux de forêt dans le comté de Spokane provoquent des dégâts déchirants. Beaucoup de feux de forêt dévastateurs, horribles cet été. Malheureusement. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour les informations habituelles. Nous pouvons maintenant passer à Clown World. Descendons un peu et nous allons commencer avec Nigel Farage, le dirigeant de Reform UK, qui a publié une image sur X. Il se tient devant un panneau d'affichage ou un camion. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais le message est « L'Europe est au point de rupture ». C'est le message de Nigel Farage. Moi, je dirais que l'Europe a largement dépassé le point de rupture, Monsieur Farage. Elle est clairement en lambeaux. À ce stade, l'Europe en est au stade des lambeaux. Voilà donc le message de Nigel Farage sur X. Nous avons... Oh wow, quelle belle vue. Oh wow, that's a beautiful view. We have Darlene Graham giving another interview. Nous avons Darlene Graham, la sœur de Lindsey Graham, qui accorde une nouvelle interview. Elle a été interrogée l'autre jour sur son programme. Si elle venait à accéder au pouvoir,
si elle devait prendre le pouvoir maintenant que son frère Lindsey Graham a disparu depuis longtemps? Sur quoi se concentrerait-elle si elle devenait sénatrice de Caroline du Sud? Et Darlene Graham a répondu qu'elle se concentrerait sur le coût de la vie et sur des sanctions contre la Russie. Des sanctions écrasantes contre la Russie. Ce serait son programme, ses principales priorités. Le coût de la vie pour les habitants de Caroline du Sud et des sanctions contre la Russie. Malheureusement pour Darlene Graham, personne ne lui a dit que si vous mettez en place des sanctions écrasantes contre la Russie, vous pouvez faire une croix sur le coût de la vie abordable. Darlene Graham, ça n'arrivera pas. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir des sanctions écrasantes et un coût de la vie abordable. Ça n'arrivera pas. Mais bon, elle débute dans ce rôle de sénatrice. Alors soyons un peu indulgents. Ce n'est pas comme si Lindsey Graham aurait fait autrement. Lui n'aurait même pas mentionné le coût de la vie abordable. Alors, accordons un peu de crédit à Darlene Graham. Au moins, elle en parle. Mais bien sûr, il faut qu'elle parle de sanctions écrasantes contre la Russie. Eh bien, voilà pour cette vidéo, tout le monde. Je vais m'arrêter là. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, Rumble et Telegram. Allez sur la boutique The Duran, prenez quelques produits dérivés. Nous avons une promotion d'été en ce moment sur la boutique The Duran, alors allez absolument y jeter un œil. Nous sommes aussi sur Substack. Retrouvez-nous sur Substack et s'il vous plaît, explosez ce bouton « J'aime ». Anéantissez ce battage. Et si vous êtes abonné à cette chaîne, merci beaucoup. Et à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vérifiez votre abonnement, s'il vous plaît, parce que YouTube me pénalise. Il retire des abonnés de ma chaîne. Donc vérifiez bien votre abonnement. Je vous retrouve tous demain. Prenez soin de vous. Take care.